L'explosion cambrienne, en jeu par Thomas L. André. Préparation. L'explosion cambrienne est un jeu de stratégie à plusieurs joueurs où le but est de finir avec le plus de pions. Avant de débuter le jeu, mettez 25 pions au milieu de la table. Ceci peut être n'importe quoi dans ce cas. Dans cet exemple ici, j'ai mis des Swedish Fish pour être sur thème. Ces pions servent comme représentants de population et nourriture, donnent aussi 5 cartes à tous les joueurs. Donc, c'est un jeu de cartes unique où le but est de créer un écosystème avec les autres joueurs et de finir avec les espèces euh, les plus efficaces, celles qui peuvent mieux s'adapter à leur environnement et celles qui survivent. Le jeu est pour 2 à 4 joueurs, commençant avec la personne qui peut garder leur souffle le plus longtemps sur le thème aquatique et continue avec les aiguilles d'une montre, dans la direction d'une aiguille d'une montre. Les cartes. Donc, comme j'ai mentionné, c'est un jeu à cartes uniques. Ici, j'ai 3 cartes d'exemple en super prédateur. Et alors, les cartes représentent des niches écologiques ou des traits qui sont occupés par des espèces aquatiques. Donc, de nouveau, le nom du jeu, ça s'inspire de l'explosion cambrienne, un vrai événement qui a eu lieu il y a plusieurs centaines de millions d'années, où il y avait soudainement une grande explosion dans la biodiversité des écosystèmes aquatiques. Et c'est ce que les joueurs vont récréer. Donc on a un super prédateur, où j'ai juste dessiné un requin, même si c'est pas euh, très réel pour la période que je représente, l'explosion cambrienne. Euh, alors les super prédateurs n'ont aucune valeur de fourrage, une valeur d'attaque de 3, je sais pas si c'est très clair, une valeur symbiose de 0, et une défense de 2. Donc la seule façon que les super prédateurs puissent se nourrir, c'est en attaquant d'autres espèces. On a une anémone de mer, qui est en exemple une espèce poisonneuse. Ça a une valeur de fourrage de 0, une attaque de 0, et une symbiose de 1, avec une habileté qui dit à chaque fois que l'espèce à la gauche mange, prends 1. Prends 1, ça signifie prendre un pion du corail du centre de la table, et une défense de 5 représentant le fait que c'est une espèce poisonneuse, et donc très difficile à manger. Finalement, un crabe qui représente un charognard, c'est une valeur de fourrage de 1, une attaque de 1, une symbiose de 2 et une défense de 1 avec l'habilité à chaque fois que l'espèce à la gauche mange, prend 2. Alors tu as 4 symboles fourrage, symbiose, attaque et défense. Le jeu est composé de cartes uniques qui représentent différents traits niches écologiques. La valeur fourrage détermine le montant de pions que vous pouvez prendre du corail, centre de la table. L'attaque détermine le montant de pions que vous pouvez prendre d'autres espèces. La défense vous protège d'attaque. Et finalement, la symbiose détermine tes relations avec d'autres espèces dans l'écosystème. Quand vous créez une nouvelle espèce, vous la placez soit à la gauche ou à la droite d'une espèce déjà existante. Comme j'ai montré avec l'anémone de mer, l'espèce poisonneuse, et le charognard, euh, vous pouvez créer un peu des, des environnements, des écosystèmes où des actions affectent d'autres espèces aussi. Et donc, vous devez placer vos espèces stratégiquement. Aussi, le fait que ce soit une table, et donc carré, influence le fait que même si ton espèce dirait que j'avais une espèce poisonneuse, et à chaque fois qu'une espèce à la gauche mange, je prends, mais dirait que tous mes autres espèces sont à la droite de ça, ça affecte donc un autre joueur qui continue à ma gauche. Ça continue jusqu'à j'arrive à une espèce. Donc ça influence tous les joueurs où leurs espèces affectent l'un l'autre, non seulement que le fait que tu sais, des prédateurs peuvent manger leur population, mais le fait aussi que des charognards et d'autres espèces symbiotiques travaillent tous ensemble pour créer un écosystème. Donc, les 4 étapes de votre tour. 1. Vous piochez une carte. 2. Vous jouez une carte. Ceci peut soit être utilisé pour créer une nouvelle espèce ou évoluer une espèce déjà existante en ajoutant un trait caractéristique. Une espèce est limitée à 3 cartes. Dans cette étape, vous pouvez également enlever une carte d'une espèce. 3. Vous prenez une action avec seulement une espèce. Donc c'est vraiment très important d'être stratégique avec vos actions et de planifier en avance comment tes relations symbiotiques vont interagir avec soit tes propres espèces ou les espèces des autres. Soit attaquer une autre espèce, comparer ou vous comparez la valeur de défense et attaque, vous prenez la différence
de la population, ou fourrager dans le corail, point au centre de la table. Vérifiez également si votre action interagit avec d'autres espèces. Ça, c'est des espèces symbio. Mettez les pions que vous prenez à côté de votre espèce. Et 4. Vieillissez vos espèces. À la fin de votre tour, enlevez un pion de chacun de vos espèces. Si vous êtes incapable d'enlever un pion, car il n'y en a pas, cette espèce devient extincte. De plus, si une espèce a plus de 10 pions, enlève la moitié de ses pions. Donc, quand vous fourragez ou attaquez, ou même des relations symbiotiques, c'est cumulatif. Donc, je dirais que je combinais ces 3 cartes pour créer une espèce qui est un super prédateur, mais aussi poisonneux et un charognard. J'en suis sûr qu'il en existe. Des espèces qui ont ces 3 caractéristiques. Les valeurs d'attaque, de fourrage, de défense et symbiose, ça se combine. Donc ça aurait une valeur d'attaque de 0, et ça serait... Ces 3 cartes, c'est pas une très bon exemple, parce que s'il y a un 0 dans cette valeur, c'est-à-dire que c'est incapable d'attaquer. Donc un super prédateur, il est incapable de fourrager, il doit attaquer, il est incapable d'avoir une relation symbiotique. Mais je dirais que je combinais un charognard qui était aussi poisonneux. Leur symbiose aurait une valeur de 3, parce que là c'est 2, là c'est 1, et il y aurait 2 habiletés. À chaque fois que l'espèce à la gauche mange, prend 1, et à chaque fois que l'espèce à la gauche, ou à la droite mange, prend 1, et à chaque fois que l'espèce à la gauche mange, prend 2. Et finalement, les liens à la biologie. Donc, l'évolution, assez simple, le jeu démontre un écosystème qui constamment doit évoluer, où ça démontre les pressions évolutionnaires. Et donc, comme cet exemple avec des mammifères qui ont devenu des orques ou des baleines, ou même des dauphins, ça montre qu'on peut enlever des traits qui sont devenus, qui font rien, qui contribuent pas à la survie de votre espèce, parce que ça a changé l'écosystème. Non seulement que tu peux évoluer, ajouter de nouveaux traits, changer vos espèces pour qu'ils peuvent continuer à survivre et reproduire. La continuité génétique. Donc la rarité de certaines cartes reflète des traits récessifs et des événements d'installation. Quand il y a quand il y a une surpopulation et la nourriture est pas assez disponible, donc beaucoup de ces populations meurent, ou qu'il y a des maladies. Ces événements d'installation qui limitent la continuité génétique, l'anatomie et fonction animale, eh bien, des traits, par exemple, des mâchoires et des dents très avancées comme dans les requins, qui sont courbées pour qu'ils puissent arracher à la chair. Ça, c'est une évolution. Ça, c'est non seulement une évolution, mais aussi une fonction animale dans leur anatomie. Et même chose fonctionne pour les végétales. De nombreuses espèces végétales fonctionnent ou ont des grands rôles dans des écosystèmes, notamment des algues. Et je sais que techniquement, des anémones de mer sont effectivement pas des plantes, ils sont considérés comme une espèce, comme des animaux, mais quand même, vous voyez du corail dans l'arrière-plan, et ça démontre qu'il y a des relations symbiotiques entre des plantes et des animaux dans des écosystèmes marins. Donc, j'espère que vous avez aimé ce jeu, et merci, au revoir, à la prochaine.